Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. L'actualité nationale, le chef de l'État a reçu aujourd'hui la directrice générale de l'UNESCO. Toujours dans l'actualité nationale, ouverture de la foire internationale et du forum de l'édition scolaire. Et enfin, dans l'actualité internationale, continentale, le Sénégal lance les opérations de vaccination contre le Covid-19. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président Guélé a formé des vœux de santé et de bonheur à l'émir Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, ainsi que davantage de paix, de développement et de prospérité au peuple frère koweïtien. Le peuple de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sœur koweïtienne à l'occasion de la célébration de sa fête nationale, a écrit le chef de l'État. Nous sommes admiratifs des progrès sans cesse enregistrés dans la quasi-totalité des domaines du développement koweït. Et a-t-il poursuivi, se réjouissant des liens denses multiformes entre les deux peuples. Des messages similaires ont respectivement été envoyés aussi au prince héritier du Koweït, Cheikh Machal Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, et au premier ministre de ce pays, Cheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah. C'était dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, en visite de travail à Djibouti depuis plusieurs jours. L'audience entre le chef de l'État et la responsable de l'UNESCO servit de cadre à l'évocation de la coopération qu'entretiennent la République de Djibouti et l'institution internationale dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la science. Dans ces volets précis, il a surtout été question des partenariats stratégiques. Les deux parties peuvent entériner dans les domaines névralgiques que sont la formation des chercheurs et le développement de l'intelligence artificielle, notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication, autrement dit l'éthique. Les entretiens ont ensuite porté sur l'appui et le soutien que notre pays apporte en permanence à l'UNESCO dans plusieurs autres objectifs, les plus en vue dans la promotion de la paix et de la tolérance. Il a noté que la République de Djibouti modère la stabilité politique notoire, connue pour sa capacité à garantir une coexistence pacifique durable à l'ensemble de ses composantes linguistiques et culturelles, mais à la disposition de l'UNESCO son expertise dans ce domaine. Lors de la rencontre avec le président de la République, Mme Audrey Azoulay a été accompagnée de ses principaux collaborateurs. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République française et représentant permanent de notre pays auprès de l'UNESCO, M. Aïd Moussa Yahya, entre autres, pris part à cette audience. Écoutons à présent la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay. J'ai passé une visite officielle à Djibouti comme directrice générale de l'UNESCO très dense, très fructueuse. Je viens d'échanger avec le président de la République, je suis là à son invitation, pour évoquer des grands aspects de la politique de la République qui correspondent au mandat de l'UNESCO, et très particulièrement la question de l'éducation, de l'importance de l'éducation. Et je suis venue saluer la politique éducative et l'investissement public dans l'éducation qui a eu lieu depuis maintenant une vingtaine d'années. Et c'est pour ça que je suis venue aussi participer à l'inauguration du Forum international sur l'édition scolaire, qui est un aspect très important de la politique éducative et que je voulais saluer, et proposer aussi l'accompagnement de l'UNESCO sur certains autres aspects de la politique éducative, notamment la question de l'accompagnement au numérique. Ce qui est formidable ici, et on le dit, c'est un pays qui est à la croisée des continents, ce sont des portes du monde. Et ce qui est remarquable, c'est cette diversité des différentes composantes historiques de la nation, et qui sont revendiquées, qui sont vues comme un atout. On l'a vu même dans les manuels scolaires, avec la diversité des langues qui est présente aussi dans les manuels scolaires. Et je crois que c'est dans le monde moderne d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est les connexions avec le reste du monde, c'est la pluralité, c'est de reconnaître
que nous sommes divers et que cette diversité est une force. Et c'est ce que j'ai vu aussi à Djibouti. Et j'étais très heureuse d'ailleurs de voir ici à Djibouti à quel point la diversité linguistique, à quel point la diversité culturelle était présente avec toutes les composantes de la nation. Et l'UNESCO peut, dans ce cadre, aider à faire reconnaître, protéger ce patrimoine. Nous y travaillons d'ailleurs ici avec le ministère de la Culture pour inscrire certains sites au patrimoine mondial. Voici les propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale lors de l'entretien entre le président de la République et la directrice générale de l'UNESCO. Non seulement éducative, mais également elle a une portée très importante quand il s'agit du patrimoine culturel, quand il s'agit de faire de Djibouti une place importante pour un certain nombre d'activités qui peuvent toucher à la région. Et je crois que 4 ans à la tête de l'organisation, maintenant bientôt 4 ans, beaucoup de choses ont changé à l'UNESCO et je tiens ici donc à la féliciter pour ce travail. Le président de la République a eu l'occasion également de réitérer son soutien à ce qu'elle fait et continuer donc l'encourager à continuer dans ce sens-là. C'est un jour historique à Djibouti et toutes les activités qu'elle a pu mener pendant ces 2-3 jours de visite sont très importantes. Elle vient d'ouvrir avec le ministre de l'Éducation le forum de l'édition scolaire, qui est donc un volet important de l'éducation. Il y aura une rencontre tout à l'heure avec le ministre de l'Enseignement supérieur pour parler de la coopération scientifique. Et il y a des programmes très importants pour pouvoir former les gens à l'intelligence artificielle, à son éthique, etc. Donc elle est venue vraiment avec beaucoup d'idées et surtout un soutien et un accompagnement de Djibouti pour lesquels je tiens au nom du gouvernement de Djibouti à la remercier. Tout à fait autre chose. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a reçu en fin de journée une importante délégation d'hommes d'affaires Sud-Soudan conduite par le président de la Chambre de commerce du Sud-Soudan, M. Lossidik Loukak, comprenant aussi plusieurs membres. Ces délégations séjournent à Djibouti dans le cadre d'une visite de travail et de prospection pour découvrir les potentialités économiques de Djibouti pour renforcer les échanges avec notre pays. La délégation du Sud-Soudan a été introduite auprès du Premier ministre par le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa-Dawalé. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue à la délégation du Sud-Soudan et les discussions ont porté sur le voie et moyen de renforcer la coopération économique entre les deux pays, notamment le secteur privé. La délégation du Sud-Soudan a été très intéressée par les capacités des infrastructures portuaires, les télécommunications et les secteurs bancaires de notre pays. Le chef de cabinet du Premier ministre, M. Ali Silay, le président de l'Association des banques, ainsi que l'ambassadeur du Sud-Soudan basé en Éthiopie et le chargé d'affaires de Djibouti au Sud-Soudan, M. Hassan Roble, ont participé à la rencontre entre le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et la délégation d'hommes d'affaires sud-soudanais. Autre actualité, c'était dans le titre sous la houlette du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed. Le MENFOP a lancé aujourd'hui la foire et le forum international de l'édition scolaire. Plus de 25 pays sont représentés à ce colloque international qui marque le 20e anniversaire de la refondation de l'école djiboutienne, qui célèbre dignement son indépendance éditoriale. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, est arrivé tôt ce matin à l'ouverture de la foire et du forum international de l'édition scolaire, où il fut accueilli sous l'énorme chapiteau installé sur l'esplanade du Palais du Peuple. bahidii beri dhanka barashada baashaheeniyo abbabaxsano waa kii baaqee baylaqoo nacay bulshadeenay bayaankiisii. Le ministre, il a été accueilli à son arrivée par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud, et la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay. Le Premier ministre a effectué une visite des stands d'exposition des productions du CRIPEN et du MENFOP, ainsi que des librairies et de la place. Les officiels ont été largement émerveillés par la découverte et ont marqué de longs arrêts à chaque stand pour échanger sur les livres et les productions scolaires et autres.
bulshayahay bogo bogi isticmaar dhanka barashada ka bogsuuno baska raacinay buqoraalkii barta karibeen bilida hesho waa barta cilmiga bulshayahay bogo bogi isticmaar dhanka barashada ka bogsuuno baska raacinay buqoraalkii barta karibeen bilida hesho waa barta cilmiga bulshayahay bogo barbarteeni baxsan gabadhiyo wilba baratame bugantayalo baraheeniyo balad kuba qoray bayd kastana galay waa kuwa baran bulshayahay bogo. À l'issue de cette visite officielle du chapiteau, géant et stand d'exposition, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, s'est rendu dans la salle des congrès pour le lancement officiel des panels de discussion. Les membres du gouvernement, les ministres invités à l'événement, les corps diplomatiques internationaux, les officiels des Nations Unies et l'ensemble de la communauté éducative avaient rempli les gradins de la salle. L'occasion aussi de souligner que ce forum, cette foire internationale, s'inscrit donc dans un processus visant à engager nos systèmes nationaux d'éducation dans une approche d'autonomisation éditoriale et les défis majeurs qu'elle entraîne auxquels nous devrons faire face. À l'issue du mot de bienvenue, un court-métrage a été lancé pour faire un tour d'horizon sur l'évolution de l'édition scolaire ainsi que l'indépendance éditoriale acquise par la République de Djibouti grâce au travail du MENFOP à travers son organe phare qui est le CRIPEN. bayd kastana galay waa kuwa baran bulshayahay bogo Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud, a prononcé un mot de bienvenue dans lequel il a remis en contexte cet événement capital pour le MENFOP. En effet, il a indiqué qu'il s'agissait d'un moment propice et de réflexion commune sur la problématique de l'édition scolaire, de la contextualisation des contenus d'enseignement afin d'en tirer des orientations qui permettront à notre pays d'emprunter les meilleures voies possibles, surtout dans le contexte actuel de la pandémie mondiale due à la Covid-19. L'événement qui nous réunit se veut comme un moment propice de réflexion commune sur la problématique de l'édition scolaire, de la contextualisation des contenus d'enseignement afin d'en tirer des orientations qui permettront à nos pays d'emprunter les meilleures voies possibles, surtout dans le contexte actuel de la pandémie mondiale de la Covid-19. Ce forum et cette foire internationale s'inscrivent donc dans un processus visant à engager nos systèmes nationaux d'éducation dans une approche d'autonomisation éditoriale et les défis majeurs qu'elle entraîne bien sûr et auxquels nous devons faire face. C'est pourquoi il convient aujourd'hui de se réjouir de l'organisation de cette foire dont les résultats attendus, Inch'Allah, doivent être à la hauteur de nos espérances. Au regard de toutes ces circonstances, je m'en voudrais de ne pas exprimer notre profonde reconnaissance à tous ceux qui ont permis la tenue de cette foire et de ce forum international, en particulier le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, du Premier ministre et de tous nos partenaires, nationaux, notamment la CNSS
et l'autorité des ports et zones France de Djibouti. Je voudrais, et ça c'est personnel, vraiment rendre hommage au doyen du système éducatif djiboutien, le ministre Abdi Ibrahim Absiye, s'il vous plaît, levez-vous. C'est le monsieur de l'éducation qui a été aux côtés du chef de l'État pour vraiment être dans cette aventure de contextualiser et d'avoir vraiment cette aujourd'hui indépendance éditoriale que nous avons. C'est grâce, pendant 12 ans, ce monsieur a œuvré pour vraiment faire de ce qu'est aujourd'hui notre système éducatif aux côtés des présidents de la République. Et je lui dis merci, monsieur le ministre. Le premier panel de discussion a réuni autour du Premier ministre, Abdulkader Khan Mohamed, le ministre de l'Éducation nationale, du budget, M. Moustapha Mohamed Mahmoud et Abdoukarim Adencher, ainsi que la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay. Ce programme panel était axé sur la politique du livre à Djibouti, vision et perspective. Les échanges ont permis de retracer le long chemin parcouru par la République de Djibouti depuis les États généraux de l'éducation qui ont permis de métamorphoser le système éducatif djiboutien. Saluer et de ce que défend l'UNESCO depuis sa création. Donc je voudrais saluer la politique qui a été initiée par le président de la République, portée par le Premier ministre, portée par le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, soutenue par le budget, et c'est très important, parce que si on a pu parler d'économie faite en ayant votre propre autonomie sur les supports pédagogiques, il y a un investissement massif qui a été fait sur l'éducation, un investissement aussi important budgétairement, qui est remarquable quand on le compare à d'autres pays et qui doit être maintenu, poursuivi et qui est, je crois, la clé du développement. De son côté, le ministre du Budget, Abdoukarim Adencher, a quant à lui félicité le MENFOP et encouragé les enseignants à persévérer dans leurs efforts pour offrir une école de qualité aux enfants djiboutiens. La part du budget relative à l'édition, je crois, c'est dans les 200 millions de francs djibouti. C'est aux alentours de 1,5, je crois, 1,5 million de dollars par an. Mais c'est pas, c'est uniquement pour l'édition. Mais la part de l'enseignement est une des parts les plus importantes au niveau du budget de l'État. C'est aux alentours de 25% du budget et relative à l'enseignement du pays. Et l'enseignement, ça commence de la base à, comme on appelle, à l'enseignement supérieur. Et exactement ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était la diversité de notre enseignement. On a vu pour les gens qui ont un handicap, comme on appelle, les éditions en anglais, en français, en arabe, en somali, en afar, et même la publication de nos universitaires. De certaines thèses, je les ai vues. Donc, je crois que l'appropriation de l'enseignement djiboutien par des Djiboutiens, c'est la base du développement. Une fois qu'on aura intégré notre enseignement qui correspond aux Djiboutiens, il pourrait y avoir un développement. Mais le fait d'utiliser un enseignement extérieur, c'est plus difficile. Donc félicitations au CRIPEN de développer notre propre livre. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a de son côté rendu hommage au président de la République, qui est le premier défenseur de la cause de la jeunesse et donc leur éducation. Il a également fait honneur dans tous les hommes et les femmes qui font en battre le cœur de l'école djiboutienne et qui lui ont rendu ses illustres depuis ces 20 dernières années. Une fierté. Vraiment, c'est la fierté nationale par rapport à ce que nous venons de voir. Nous sommes passés vraiment, comme vous l'avez très bien dit, d'une dépendance en matière de manuel scolaire à vraiment une indépendance éditoriale. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est en 20 ans que nous avons pu réaliser ce parcours-là. C'est vraiment extraordinaire et on ne peut vraiment que, dans un premier temps, remercier le président de la République qui a été donc durant toutes ces années-là, toute cette période-là, aux côtés du ministère de l'Éducation nationale, et vraiment également remercier les femmes et les hommes
du CRIPEN qui sont vraiment matin et soir, qui sont là matin et soir pour vraiment relever les défis. Et aujourd'hui, je peux dire, oui, mesdames et messieurs, que ce soit le haut cadre ou le concepteur ou même les techniciens, oui, je pense que nous sommes fiers de vous. Vous avez relevé ces défis, mais il nous reste encore un long chemin à parcourir. Un long chemin à parcourir parce que, vu aujourd'hui la situation, beaucoup de pays aujourd'hui développent ce qu'on appelle le contenu numérique. Et je pense que nous ne sommes pas en laisse. Depuis quelques années, le CRIPEN également s'est doté de cette fonction, vraiment également de développer avec de jeunes concepteurs, avec de jeunes développeurs djiboutiens. Nous avons aujourd'hui en train de même mettre en place un projet pilote avec le développement de contenu numérique, avec bien sûr avec nos manuels. C'est nos manuels qui ont été traduits et développés en contenu numérique, et c'est sur plusieurs écoles de la ville de Djibouti, mais également dans les régions que nous sommes en train de développer. Et enfin, le Premier ministre a longuement remis en contexte les efforts et les investissements colossaux consentis pour la refondation de l'école. Il a, afin de donner aux enfants djiboutiens, a-t-il dit, une éducation de très bonne qualité. En effet, depuis que vous avez effectivement, depuis que les manuels scolaires qui avant étaient donc produits par des maisons d'édition étrangères avaient quand même des coûts prohibitifs. Aujourd'hui, nous avons cette chance, nous avons suivi une vision politique qui était donc édictée par le chef de l'État, et nous avons mis en place notre maison d'édition des manuels scolaires. Et pour cela, donc, nous avons beaucoup investi dans l'éducation nationale, et surtout, nous avons transformé le CRIPEN en maison d'édition des manuels scolaires. Ceci nous a permis aujourd'hui de produire nos propres manuels, bien sûr, qui sont dans le contexte du pays. Et en plus de cela, il y a aussi le fait que nous avons fait des économies très importantes sur le budget national. Ceci aujourd'hui, nous en sommes fiers d'avoir atteint ce stade. L'éducation nationale va aussi poursuivre son effort pour entrer dans ce monde numérique, et le gouvernement va aussi appuyer le département de l'éducation pour vraiment aller de l'avant et surtout gagner ce pari que nous avons déjà gagné en partie en mettant en place notre édition sur place ici, l'édition des manuels scolaires. Nous allons aussi gagner le pari du numérique. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi ce communiqué qui nous est parvenu du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur communique que les opérations de distribution des cartes électorales débuteront jeudi, autrement dit demain. Les préfets des Djibouti-Ville et les régions de l'Intérieur sont chargés de cette opération. Les cartes électorales seront disponibles dans les divers centres de retrait dans les différentes préfectures et sous-préfectures de la capitale et des régions de l'Intérieur. Ces centres de retrait sont ouverts tous les jours de 8h à 19h, y compris les jours fériés jusqu'au 8 avril prochain. Le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, Younis Ali-Guedi, a reçu hier dans son cabinet le nouvel ambassadeur du Pakistan à Djibouti, avec résidence en Éthiopie, M. Shozab Abbas, accompagné de Mme Imran Mohamed, responsable de la branche djiboutienne du groupe pakistanais PATAK. Les échanges entre les deux parties ont porté sur le raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et Islamabad. Saluons l'envolée en cours de la coopération multilatérale entre nos deux pays suite à la récente visite du président du Parlement djiboutien au Pakistan, laquelle a été suivie par le séjour des sénateurs pakistanais à Djibouti. Le ministre de l'Énergie
a évoqué les voies et moyens d'élargir cette coopération dans le domaine de l'énergie et des ressources naturelles. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu hier l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan à Djibouti, M. Shozab Abbas. Au cours de cette audience, le ministre a d'abord souhaité aux diplomates pakistanais la bienvenue. Les deux hommes ont par la suite abordé de manière conviviale des sujets globaux tels que les perspectives de coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la jeunesse et des sports. Autre actualité dans le cadre du programme de promotion et protection des droits humains, l'UNFD, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé une cérémonie officielle de remise des kits de renforcement et de visibilité des SSEG. Cette cérémonie a eu lieu au sein de l'UNFD. 34 conseils de gestion communautaire de la capitale et des régions de l'intérieur ont pu profiter de cette kit octroyée par l'UNFD et l'UNICEF. Ces kits composés essentiellement de gilets visibles, des ordinateurs, des appareils photo numériques. Ceci va devoir renforcer l'organisation de chaque conseil. La cérémonie a été présidée par la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Mohamed Belil, et a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Badol, et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Melva Johnson, ainsi que la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa. Était également présent la conseillère technique du ministère de la Santé et ancien parlementaire, Mme Fatouma Mohamed Kamil. C'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de remise des matériels informatiques et bureaucratiques, des matériels des activités régénératrices des revenus ainsi que des matériels de visibilité et de communication au comité de gestion communautaire dans leur action quotidienne en faveur des droits des enfants à Djibouti. En effet, le programme d'appui à l'autonomisation de la femme et à la protection des droits des femmes et des filles, financé par l'Union européenne, dont je salue l'accompagnement, s'inscrit dans le cadre des actions transformatrices pour l'équité en matière de genre. Notons que le respect des droits des filles et des femmes en vue de l'abandon d'MGF passe par des actions fortes des leaders communautaires qui adoptent différents canaux de communication innovants et établissent des liens de proximité avec les familles dans leurs communautés respectives. Voici les propos de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Mohamed Belil, lors de la remise des kits de renforcement. C'est un immense plaisir d'être parmi vous ce matin pour cette cérémonie de remise des kits destinée pour le renforcement de capacités des comités de gestion communautaires de la capitale ainsi que les régions de l'intérieur. Composés des kits de visibilité, des équipements informatiques et bureautiques, des machines à coudre avec leurs accessoires. Les comités de gestion communautaires ont vu le jour en 2007 dans le cadre d'un projet piloté par l'ONG internationale Toston sur le financement de l'UNICEF en étroite collaboration entre l'UNFD et le ministère de la Femme et de la Famille, afin de contribuer à l'effort engagé pour un développement participatif auto-entretenu au niveau rural et urbain, avec pour souci majeur d'y donner leur pleine place aux différentes communautés afin de gérer les quotidiens de leur quartier qui sont tout à la fois participantes et bénéficiaires des actions de développement. Depuis 2014, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, première pionnière des associations djiboutiennes et ONG à but non lucratif, présidée par la première dame, présidente de l'UNFD, son Excellence Khadra Mahmoud Haïd, sont affiliées
sont affiliés en total de 34 comités de gestion communautaire structurés, régis par une politique démocratique transparente, organisée et œuvrant pour la promotion des bonnes pratiques sociales essentielles et la protection des droits humains. Je souhaite vivement que ces équipements vont contribuer à soutenir leurs efforts au sein de leur communauté et permettront également à renflouer les caisses communautaires de ces CGC. Avant d'éclore mes propos, je tiens à remercier notre partenaire, l'UNICEF, partenaire de longue date, pour leurs appuis et collaboration avec le cadre de notre programme commun, ainsi que l'Union européenne. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, point focal du MAEP, organisé en collaboration avec le MAEP continental et d'autres partenaires stratégiques, au Sheraton, la clôture de l'atelier sur l'objectif de développement durable. L'événement vise à réunir les représentants des États membres de l'Union africaine, des partenaires du MAEP et les organisations de la société civile. Elle fait examiner le rapport intitulé « Évaluer les mécanismes de gouvernance dans la mise en œuvre de l'agenda 2103 de l'Union africaine et de l'agenda 2030 pour le développement durable en Afrique ». Il s'agit là de sensibiliser aux questions de gouvernance pour la mise en œuvre de deux agendas, celui à savoir 2103 et 2030, en offrant une plateforme aux États membres de l'Union africaine, aux experts africains et aux partenaires stratégiques du MAEP. Les deux finalement parlent le même langage, d'avoir un avenir meilleur pour tout le monde et surtout ceux qui sont à risque d'être laissés de côté. Et commencer pour ceux qui sont les plus vulnérables d'abord. Donc on parle de pas de pauvreté, on parle de réduire les inégalités, on parle de changement climatique, on parle de consommation, on parle de travail, on parle vraiment, c'est à 360 degrés, tous les aspects du développement qui sont exprimés par les 17 objectifs de développement durable. Ça, c'est une promesse que tous les États ont fait à leurs citoyens et c'est une promesse que tous les citoyens ont fait à eux-mêmes et au monde. C'est un agenda égalitaire, c'est un agenda universel, à différence des objectifs du millénaire qui touchaient seulement les pays moins développés. L'agenda 2030 et les objectifs de développement durable, c'est un agenda universel. Et on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Par exemple, quelqu'un qui est pauvre n'aura pas à manger, donc il y a la sécurité alimentaire. Probablement n'aura pas de travail, probablement n'aura pas la capacité d'avoir une bonne éducation, ne pourra pas participer à une vie productive. Donc c'est tout un agenda interlié, c'est ça la raison pour laquelle les objectifs, nombre de 17, ont été décidés par une plateforme qui n'était pas seulement le gouvernement. De son côté, le directeur de la communication du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Moussa Mohamed Omar, a dans son allocution remercié tous les représentants des États membres de l'Union africaine qui ont participé à cet atelier sur l'objectif du développement durable. Voici ses propos. Je remercie tous les participants et intervenants qui ont bien voulu accepter de venir à Djibouti pour ce partage de connaissances afin de promouvoir la mise en œuvre des ODD dans nos États. Mesdames et messieurs, je crois pouvoir dire que notre atelier a été un succès car il a enregistré des retours d'expérience sur lesquels nous devons capitaliser par des actions concrètes en vue d'atteindre tous les objectifs fixés dans le cadre des ODD dans nos États. Je félicite le secrétariat continental du MAEP et les structures nationales du MAEP pour la parfaite organisation de cette belle rencontre d'échange. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon retour dans vos pays respectifs. Je vous remercie de votre attention et je déclare les travaux de cet atelier clos. Direction Ali Adé, où la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Ifrah Ali Ahmed, accompagnée du représentant du FAO en République de Djibouti, ainsi que plusieurs membres de l'association Women Foundation et de la diaspora djiboutienne, ont été accueillis dans la localité de God Daou par les autorités locales, le sous-préfet de Ali Adé, M. Chaban Dar Moussa, et la population locale. La délégation a pu visiter les locales communautaires construites par la communauté elle-même, que le ministère a appuyé en équipements médicaux
permettant aux habitants de recevoir les premiers soins. En effet, couplé avec des prestations médicales effectuées par l'équipe mobile sanitaire de la région d'Al-Essebie, les ménages vivant dans les localités ont pu ainsi bénéficier des consultations médicales, le suivi des grossesses et visites prénatales et postnatales et de la prise en charge des enfants. D'abord, visiter des expositions où les artisans et les agriculteurs qui ont exposé des produits de leur savoir-faire, puis a été remis aux agriculteurs de cette localité par la délégation officielle des outils composés des pioches, des pelles, des tuyaux d'arrosage et des houes. Plusieurs machines à coudre ont été aussi remis à la communauté, autant d'activités réalisées au cours de cette journée, dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des habitants de la localité de God al-Da'ou. La délégation a pu s'entretenir avec la communauté locale, les remerciant pour leur accueil chaleureux. Ils ont pu discuter avec la population de ce village sur divers sujets quant au développement socio-économique et quant à la pérennisation de ces actions. Ils ont également pu s'entretenir sur les programmes réalisés dans ce village. Écoutons la représentante du FAO. Comme beaucoup d'agences du système des Nations Unies sont censées accompagner la partie gouvernementale. Je parlais de la volonté en voyant déjà la petite organisation que vous avez faite pour avoir un petit centre de santé, pour s'occuper des premiers cas. J'ai vu aussi tout ce qu'il y a comme produits agricoles. Ça veut dire qu'on peut produire ici et qu'on peut consommer. Mais on reconnaît tous aussi que l'année 2020 n'a pas été une année facile pour tout le monde et encore pire pour les populations qui sont dans des endroits aussi reculés. Il y a eu un moment, c'était la sécheresse, les inondations qui nous a amené les criquets. Et c'est pour pouvoir compenser un peu les dégâts qui ont été causés par le criquet que nos partenaires, notamment l'Allemagne, nous a apporté cet appui. Et pour nous, il n'y a pas de différence entre la personne qui est affectée par l'effet négatif du Covid que la personne qui est affectée par le criquet ou qui est affectée par l'inondation ou la sécheresse. Mais c'est apporter un appui pour que les gens se relèvent un temps soit peu. Nous avons eu ce premier accompagnement de l'Allemagne. Nous avons d'autres financements. Est-ce que les appuis vont être forcément par le cash ou ça va être sous une autre forme? Nous avons mis pied à Godawa. Ce n'est pas pour nous retirer, c'est pour continuer notre accompagnement. Je vous remercie. Sport à présent. Dans le cadre de l'activité sportive, il y a une réunion préparative sur l'organisation d'une première édition du semi-marathon international de Djibouti a eu lieu ce matin dans les locaux du port, l'autorité du port et des zones franches de Djibouti, en partenariat avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Cet événement sportif constituera un rendez-vous sportif hors pair à Djibouti, car elle va regrouper des athlètes légendaires dans le domaine de l'athlétisme mondial, à leur tête Mo Farah, international légendaire des médailles olympiques et le recordman incontestable du 5000 et 10 000 mètres. Et le semi-marathon, outre Mo Farah et plusieurs athlètes ayant qualifié aux Jeux olympiques prochaine à Tokyo, participeront à cette semi-marathon de Djibouti. La réunion s'est tenue en présence du vice-président du comité d'organisation et représentant des autorités du port zone franche, le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme ainsi que leurs proches collaborateurs. Ils ont participé, c'est des athlètes d'un an, donc je voulais préciser que c'est quand même un semi-marathon d'élite. Le premier nom que je vais vous donner, c'est M. Mo Farah, et c'est pour nous, c'est un immense plaisir de l'accueillir chez nous, non seulement pour l'accueillir en tant que, pas touriste, mais en tant que coureur. Pour la première fois, il va courir chez nous. Je voulais profiter de cette occasion pour remercier l'autorité du port et des zones franches qui ont eu l'idée et qui nous ont donné l'opportunité d'organiser en finançant ces projets qui est vraiment important pour nous Djiboutiens, qui est le semi-marathon.
puisque la dernière fois où nous avons organisé un semi-marathon, c'était en 2015. Et on avait promis à la population de revenir vers le semi-marathon d'ici peu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons l'immense joie de vous annoncer que le semi-marathon international de Djibouti. Fait divers pour clore l'actualité nationale, l'année 2021 commence avec sa part de surprise pour les gendarmes lorsqu'une manufacture clandestine de contrefaçon de miel a été découverte au quartier 3. Il a été à peu près 14 heures hier lorsque, suite à des renseignements regroupés, les gendarmes de la brigade Djibouti Nord, appuyés par leurs collègues de la gendarmerie mobile en présence des agents de l'ANA, ont fait une descente dans une supposée manufacture clandestine d'une contrefaçon de miel installée dans un local au quartier 3. En effet, un individu peu scrupuleux est mis en place le parfait attirail pour confectionner ce qu'il appelait du miel naturel, mais à base de sucre, des citrons, des sirops concentrés dans des conditions hygiéniques déplorables en vue d'écouler sur le marché. La perquisition effectuée par les gendarmes a permis la saisie de 300 pots de faux miel, 136 bouteilles de faux sirops concentrés et une marmite remplie de ces produits, ainsi qu'une quantité importante des pots de vide, des étiquettes d'une marque célèbre de miel, d'un cachet de datation des produits et enfin des ustensiles ayant servi à la confection des contrefaçons. Face à la découverte, le service de l'ANA a été aussitôt requis pour effectuer les vérifications nécessaires quant à la conformité de ces produits aux normes de sécurité alimentaire. Et enfin, dans l'actualité internationale, continentale, je vous le disais dans le titre, au Sénégal, le lancement officiel de la campagne de vaccination anti-Covid-19 a été lancé en grande pompe. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a été le premier à être vacciné devant la presse avant de laisser la place à une trentaine de personnalités politiques religieuses de la société civile. Inciter les Sénégalais à se rendre dans les structures sanitaires pour être vaccinés contre le Covid-19, c'est la préoccupation des autorités sanitaires qui ont lancé la campagne de vaccination, car les populations sont encore très réticentes entre refus, crainte et manque de confiance. Pour le moment, les cibles prioritaires sont d'abord les personnels de santé. Les premières lignes viennent ensuite les personnes vivant avec des comorbidités ou celles de plus de 60 ans. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.